écosystème à présent. Comment aider les entreprises à faire leur bascule climatique et comment créer des collectifs où les pionniers entraînent les autres dans leur sillage. On en parle avec deux pionniers justement qui ont réussi à fédérer des milliers d'entreprises derrière eux et surtout entre elles. Bonjour Éric Duverger. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Et avec vous Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, c'est plus simple de dire C3D, et aussi depuis quelques semaines un nouveau mouvement qui s'appelle GenAct. Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. Éric Duverger, d'abord je commence avec vous, parce que beaucoup d'entreprises de la CEC participent et témoignent justement de leur bascule climatique dans BFM Climat. Vous avez lancé ce mouvement il y a un peu plus de 4 ans. 4 ans plus tard aujourd'hui et sans greenwashing, quel constat vous faites? Est-ce que vous... Parce que le point de départ, c'est de dire, enfin l'ambition, c'est de dire, on fait transformer les modèles d'affaires, on bascule de l'extractif vers le régénératif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que les entreprises sont à la hauteur de l'urgence climatique ou pas? Alors je dirais que nous, on a de la chance à la CEC puisqu'on côtoie 1400 entreprises qui sont engagées dans des parcours avec des dirigeants qui sont vraiment les têtes de pont de cette transformation. Ils ne vont pas dire qu'ils sont tout de suite aujourd'hui régénératifs, puisqu'on parle de la visée régénérative. En revanche, toutes les études qu'on a, les baromètres qu'on peut avoir, on s'aperçoit qu'ils sont en train d'accélérer fortement, que le cap, il est très clairement défini. C'est le cap de l'économie régénérative, c'est là où on doit aller. Et donc, il y a cet effet d'entraînement. Après, il y a deux choses. C'est que finalement, 1400 entreprises en France, c'est pas assez pour faire basculer une économie. Et puis aussi, ils disent eux-mêmes, en tant que dirigeants, ils ont cette vision, mais il manque encore de force d'entraînement à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. C'est pour ça qu'on va parler de GenAct aujourd'hui. On a besoin d'un double mouvement à la direction des entreprises, mais aussi de tous les employés pour que ça aille encore plus vite. Et c'est un sujet qui revient souvent dans l'émission, effectivement. Comment basculer les troupes, quoi. On peut avoir le capitaine, le chef de file qui veut avancer, mais il faut faire suivre les troupes derrière. Fabrice Bonifay, donc le GenAct, on va en parler, mais avant ça, vous avez créé en 2007, vous c'était il y a 4 ans, vous c'était il y a quasiment 20 ans, le C3D, donc le Collège des directeurs développement durable, un mouvement qui regroupe, pour faire simple, les directeurs développement durable des grands groupes français. Et vous avez dit vous-même, au moment où vous avez lancé le GenAct, que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, il y a eu autant de greenwashing et aussi peu de transformation réelle ? Pour la difficulté, une difficulté évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Hein. Tout le monde veut faire mieux au niveau environnemental, social, etc. Mais tout le monde veut continuer de gagner autant d'argent qu'avant. Et c'est pas forcément super compatible. Parce qu'il y a des investissements à faire pour changer de modèle. Des investissements qui sont énormes, mais aussi il y a des renoncements. Parce que rendre plus vert des choses qui ne devraient plus exister, ça ne sert à rien. Donc ça, les actionnaires ne sont pas toujours d'accord. Donc c'est tout le problème de gérer ces injonctions qui font que ça ne va pas assez vite. Et ça en manque aussi de méthode. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé GenAct. Parce qu'on a vouloir changer, c'est une chose. Savoir changer, c'est autre chose. Et il y a un manque de connaissances dans la transformation des modèles. On a envie de passer de modèles linéaires à des modèles permacirculaires, des modèles basés sur l'économie de la fonctionnalité, sur la haute intensité d'usage des produits. Et ça s'apprend pas dans les écoles de commerce encore, hélas. Et on a... ça commence, mais bon, effectivement, on est au début. Pas beaucoup. Ouais. Et donc on a souhaité faire monter en compétences les collaborateurs des entreprises pour qu'ils s'approprient les méthodes et les outils. Le fameux GenAct. C'est ça. Alors on va tout de suite en parler, mais juste parce que pareil, vous aussi à la CEC, vous avez des grandes entreprises, des entreprises connues qui y participent, vous avez des entreprises de toute taille. Est-ce qu'elles se mouillent? Est-ce qu'elles jouent le jeu autant que les autres? Ou est-ce que vous les sentez un peu plus en retrait, plus timides? Je crois qu'on peut dire qu'il y a une corrélation assez directe entre la taille de l'entreprise et la force de son engagement. Nous, à la CEC, on dit qu'il faut aller très haut, il faut monter les curseurs le plus haut possible. Quand on a une grande entreprise, comme le disait Fabrice, on a des forces, des injonctions, notamment des actionnaires, puis notamment de cette gouvernance et de la difficulté à embarquer tout le monde. Donc, elles vont plus lentement, les grosses entreprises. Il y en a certaines, il faut se le dire, qui n'ont pas encore vraiment commencé à bouger à la hauteur des enjeux. En revanche, une plus petite entreprise, une ETI, une boîte familiale, où là, on voit la directrice ou le directeur qui a vraiment compris. Là, il y a une force d'entraînement qui est assez extraordinaire. Et nous, on s'appuie sur ces exemples-là aussi pour essayer d'entraîner les autres. Ouais. Alors, GenAct, donc, puisque c'est ça maintenant votre mouvement, vous avez commencé à le dire. En fait, vous voulez faire la révolution de l'intérieur. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous avez essayé de toucher le top management. C'est compliqué. Là, vous vous dites, en fait, il faut former la base, entre guillemets, enfin les salariés, pour que ce soit eux qui fassent la révolution dans leur boîte. Ouais, c'est en fait une espèce de tenaille
Et on a quand même besoin de la direction qui a pouvoir de décision. Ouais. On a besoin aussi de conscientiser les actionnaires, c'est une évidence. Mais ça peut créer de l'anxiété si les collaborateurs savent pas faire. Parce que une fois qu'on a compris, ça génère pas forcément une transformation. Il faut encore savoir mettre en place les transformations des processus qui permettront de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et ça va pas de soi. Parce qu'il faut tout changer. Il faut changer les relations avec les fournisseurs. Il faut changer la façon dont on présente le produit au client, parce qu'on ne va plus présenter un produit pour qu'il l'achète, mais un produit pour qu'il le loue, ce qui est quand même notablement différent. Et puis surtout, il faut mettre en place dans les processus de recyclage les boucles de rétroaction qui permettront en fait à la fin de la vie du produit, de la récupération de ce produit pour remettre en production une autre solution sans avoir à taper dans les ressources primaires. Donc c'est ce qu'a dit tout à l'heure Eric, il faut sortir de l'extractivisme, parce que ce qui pénalise en fait les écosystèmes aujourd'hui, c'est qu'en permanence, on va chercher dans la nature des matières premières pour alimenter le système économique. Et ça, c'est délétère pour la biodiversité, c'est délétère en termes de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que transformer des matières premières avec de l'énergie et des convertisseurs, ça utilise énormément, ça génère énormément de pollution. Il faut qu'on sorte de ça. Et donc, il faut tout changer. Le marketing, passer à un marketing d'usage, de possession d'usage, le système de production, le système de gouvernance, le système comptable. Il faut aussi, bien sûr, pouvoir rendre des comptes à Madame Nature, in fine. Donc, il faut changer aussi la composition du conseil d'administration. Ouais. Il faut tout changer. Et c'est pour ça que GenAct est là pour faire monter en compétence les collaborateurs sur ces sujets, qui puissent ensuite mettre en place des projets. Donc, c'est une offre de formation. Alors, c'est pas que la formation, c'est de la formation d'abord, parce qu'on ne base rien de solide sur l'ignorance, donc il faut monter en compétences, et ensuite il faut de l'expérimentation. Donc GenAct, c'est aussi une plateforme qui permettra à des collaborateurs conscientisés de mettre en place des modèles économiques à visée régénérative en levant la main en disant voilà, j'ai un projet, mais je ne vais pas utiliser le mécanisme du monde d'avant, je vais utiliser un nouveau modèle. Et il faut expérimenter. Et à force d'expérimenter, on peut penser que ça pourra fonctionner. Voilà. Eric ? Alors moi j'aime bien la métaphore... Ça rejoint pas mal ce que vous faites aussi à la CEC. Oui, tout à fait. J'aime bien la métaphore de Fabrice sur la tenaille. Il faut que les dirigeants soient impliqués et que finalement les employés aussi soient impliqués. Je prendrais une autre métaphore, peut-être celle d'un voilier. On a besoin que la direction de l'entreprise, le dirigeant, la dirigeante regardent et choisissent le bon cap. Et ce cap pour nous, c'est le cap de l'entreprise régénérative. Mais après, on a besoin que l'équipage... ils sachent mettre les voiles, manœuvrer pour qu'on aille vraiment se diriger vers ce cap. Et c'est tout ce savoir-faire, cette bonne compréhension de ces nouveaux modèles économiques qu'on a besoin d'infuser en fait dans toutes les équipes. Mais ça concerne un acheteur, ça concerne tous les métiers, quelqu'un qui est dans l'innovation, dans la vente et beaucoup le marketing qui définit les nouvelles offres. Donc c'est ça nos populations cibles pour GenAct. Et alors, on parle de faire la révolution de l'intérieur, de la base. Même si évidemment les dirigeants sont clés là-dedans. Vous avez une autre évolution que vous portez à la CEC, c'est que vous voulez que les entreprises coopèrent plutôt qu'elles soient en concurrence. Mais est-ce que c'est naturel pour elles ? La coopération plutôt que la compétition ? Faut se le dire, on parlait aussi du milieu académique. Qu'est-ce qu'on apprend dans nos écoles de management ? Franchement, moi j'en ai fait une il y a quelques années. On nous apprend quand même à gagner des parts de marché contre les autres. Mais même les écoles de commerce, c'est beaucoup ça qu'on nous apprend. Oui, on a cette culture-là. Or, dans le monde de demain, la clé, ça sera l'entraide, ça sera la coopération. Au niveau des citoyens, quand il y a une catastrophe naturelle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entraide. Mais au niveau des entreprises, c'est la même chose. L'entraide, c'est ce qu'on appelle la coopération. Et c'est ce qu'on veut aussi avec GenAct. On veut que les employés, les citoyens, en fait, puissent commencer à s'entraider entre différentes entreprises. Tu es dans le secteur de l'agroalimentaire, à l'autre bout de la France, tu as cette problématique sur l'eau. Voilà ce qu'on a fait, nous, sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment l'esprit de demain. Et c'est aussi un projet, un nouveau récit national. Ouais. Toute dernière question pour vous deux. Il ne vous a pas échappé qu'effectivement, on est dans un climat en ce moment un peu compliqué autour du climat, justement, qu'il y a beaucoup de vents contraires. Quel message, quels mots, quels sont vos arguments pour ceux qui pourraient être découragés ou épuisés ? Parce que c'est à la fois la transition climatique, la chose la plus dure à faire, et quand en plus vous voyez que vous prenez beaucoup de murs ou que beaucoup de gens ne veulent pas la faire, il y a des dirigeants qui peuvent être tentés de baisser les bras. Quel message vous pouvez leur faire passer ?
courage, abnégation, persévérance, dignité, accessoirement, quand même. Et puis, si on veut quand même redonner du sens à ce qu'on appelle le progrès, parce qu'en fait, on a considéré que le progrès, il était forcément technologique. Ben non, le progrès, c'est d'assurer les conditions d'habitabilité de la planète. C'est ça le vrai progrès. Et moi, ce que je dirais à ceux qui seraient tentés de baisser les bras par fatalisme, dire voilà, c'est un problème qui est plus grand que nous. Ben, la solution, c'est de s'en sortir par l'action. Parce que dès lors qu'on commence à mettre en place des projets, qu'on voit l'enthousiasme des collaborateurs, parce que franchement, de mettre en place ce type de modèle, ça rend heureux. J'ai envie de dire, au pire, ça marche, quoi. J'ai envie de relayer le mot enthousiasme de Fabrice. On est sur le plateau de BFM. On n'a pas peur de dire que ça peut être enthousiasmant d'être en entreprise, de s'entraider entre entreprises. Et on s'en aperçoit dans la CEC. En fait, la proposition, elle est très difficile. C'est une remise en question fondamentale à la racine. En revanche, ceux qui se sont lancés, on le voit dans la CEC, dans GenAct, c'est aussi cet esprit-là, on s'aperçoit que ça les enthousiasme. Donc, faut y aller et effectivement ne pas céder un peu à la panique, voire au désespoir que certains peuvent sentir actuellement. Bon, créer un enthousiasme contagieux. Vous le faites, on essaie de le faire avec BFM Climat. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui dans l'émission. Éric Duverger pour la Convention des entreprises pour le climat et Fabrice Bonifay pour le C3D et pour GenAct. Longue vie à vos mouvements. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. On commence votre journal, Antoine, aujourd'hui avec une grande étude participative au Royaume-Uni qui veut mesurer la baisse du nombre d'insectes dans le pays. Et alors les résultats sont très inquiétants puisque 2/3 des insectes ont disparu entre 2021 et 2024. Et oui Thomas, on a tous l'impression qu'il y a moins d'insectes sur nos pare-brises. Eh bien les Anglais ont décidé de quantifier tout ça. Alors comment ça marche? Ils ont demandé à des milliers de Britanniques de télécharger une application, de déclarer leur trajet en voiture et de prendre une photo, alors pas du pare-brise, mais de la plaque d'immatriculation au départ. Et à l'arrivée, ces photos sont ensuite envoyées à des scientifiques qui les analysent et mesurent le nombre d'insectes qui s'écrasent sur ces plaques d'immatriculation. Les résultats sont très mauvais. En 3 ans, le nombre d'insectes a baissé de 63%, 2/3, c'est énorme. Alors il faut faire attention quand on regarde des périodes de temps courtes comme ça, 2-3 ans. Mais quand même, les scientifiques interrogés sont stupéfaits par les résultats. On ne sait pas quels sont les insectes qui meurent avec cette technique, mais en volume, c'est donc significatif. On sait que les effets sur la biodiversité, les éléments qui ont un impact négatif sur la biodiversité sont nombreux. Il y a le changement climatique, la destruction des habitats, mais les scientifiques disent qu'une baisse aussi rapide sur un horizon de temps aussi court, donc ça fait quand même penser aux pesticides qu'on utilise dans l'agriculture. Et en tout cas, le résultat est frappant. Toujours en Angleterre, Antoine, le gouvernement devrait annoncer prochainement une mesure qui pourrait faire date, pour le coup, l'obligation pour tous les logements neufs d'avoir des panneaux solaires sur leur toit. Et oui, c'est une mesure qui pourrait changer les paysages anglais. Le Times annonce que le gouvernement s'apprêterait à rendre obligatoire les panneaux solaires sur les logements neufs dans 99% des cas. Aujourd'hui, 44% des maisons sont équipées. Alors c'est une mesure qui avait été suggérée au gouvernement anglais il y a 1 an. Il l'avait refusée en disant que ça allait augmenter les coûts des constructions, ralentir aussi les chantiers dans un secteur qui est déjà en crise. 1 an après, donc, d'après les indiscrétions, il change d'avis, notamment pour tenir les objectifs climat du pays qui sont très ambitieux. Alors tout ça a un coût. Pour une maison individuelle, on parle de 3 à 4 000 livres en plus au moment de la construction. Mais après, c'est des économies d'énergie, entre 500 et 1 000 livres par an. C'est donc remboursé assez vite. Et tout ça devrait être assez significatif parce que le gouvernement anglais a annoncé vouloir construire 1,5 million de nouveaux logements dans le pays qui auront donc tous ou presque des panneaux solaires sur le toit. Et pour finir, Antoine, vous nous parlez d'une forêt fantôme sur la côte est des États-Unis. Oui, alors regardez les photos, c'est assez frappant. Les Américains appellent ça des forêts fantômes ou des arbres zombies. On est près de la baie de Chesapeake à Washington et il y a des dizaines de forêts comme ça sur la côte qui meurent. Le responsable, c'est la montée des eaux qui apporte de l'eau salée sur les sols mais aussi dans les nappes phréatiques. Les arbres n'arrivent pas à survivre et ils meurent comme ça sur pied. Alors à partir de là, il y a 2 scénarios. Dans l'option positive, ces forêts deviennent des zones humides, parfois avec un peu d'aide des humains, et du coup, eh bien, la biodiversité renaît, des coquillages s'installent, des oiseaux migrateurs peuvent y trouver refuge. Ça, c'est donc le bon scénario. Dans le mauvais scénario, ces forêts peuvent devenir ce qu'on appelle des vasières, c'est-à-dire des zones remplies de vases avec extrêmement peu de biodiversité. Les écologues suivent donc ça de près pour éviter que ces arbres zombies restent morts-vivants trop longtemps. Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale au Musée des Arts et Métiers avec Jean-Marc Jancovici. D'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite dans BFM Climat.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.